Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Au début du 20e siècle, Alla Nazimova arrive aux États-Unis. La Russe ne se doute pas une seconde qu'elle deviendra dans quelques années l'une des plus grandes stars de son époque. Durant toute sa carrière, la vie privée de l'actrice aura un certain voile de mystère qui persiste encore aujourd'hui. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je suis très heureux de vous retrouver puisque je vous parle d'une femme emblématique des années 1910 et même du début des années 20, Alla Nazimova. Nazimova a été la première Russe à réussir dans le milieu artistique aux États-Unis et vous allez voir qu'elle a plus que très bien réussi. Elle va devenir une actrice de renom qui va amener les foules encore et encore dans les salles de cinéma. Les productions vont littéralement se l'arracher et elle va toujours être un peu au-dessus de ses affaires. Elle prenait son temps et surtout ne cédait pas aux pressions que certaines productions lui faisaient. Elle était un peu au-dessus de ses affaires, comme je le disais. Sa vie privée a fait couler beaucoup d'encre aussi, autant pendant qu'après ses années de succès. La Russe va cultiver un vilain plaisir à parler vaguement de son intimité. Elle répondait énormément aux questions, mais en retour, la presse s'en posait encore davantage. Elle va même cacher une certaine partie de sa vie aux Américains, alors qu'elle est l'une des plus importantes actrices du moment. Alla Nazimova était aussi une bisexuelle. Elle fut peut-être la première bisexuelle reconnue de tout Hollywood et tout au long de sa vie, elle va entretenir des relations ambiguës avec des femmes reconnues. On reparle de tout ça un peu plus tard au cours de cet épisode, mais pour le moment, de retour à la fin des années 1800 en Russie. Alla Nazimova naît en Crimée en mai 1879. À cette époque, la Crimée appartient à la Russie. Aujourd'hui, la Crimée est un territoire ukrainien, précision que je trouvais importante à faire, surtout dans le contexte actuel. Parfois, on place sa naissance en 1818 ou même en 1876. Même sur certains contrats de cinéma, on retrouve deux dates, soit 1879 et 1876. Nazimova, plus tard, va donner elle aussi plusieurs dates de naissance, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment en quelle année est née l'actrice. Elle est la troisième enfant d'un mariage très malheureux. Selon plusieurs sources, Yakov et Sofia, les parents, se sont mariés par obligation et leur union était loin d'être heureuse et surtout remplie d'amour. Par contre, la famille vit très bien. Le père est un pharmacien de renom et l'argent n'est pas un manque dans le foyer. L'enfance de la future étoile du cinéma sera elle aussi assez malheureuse. Son père, qui ne souhaitait pas avoir de famille, se retrouve avec 3 enfants et il trouve cette vie assez difficile. Il accepte que très peu d'opposition et les disputes familiales sont monnaie courante. Yakov n'hésite pas à réprimander ses enfants, parfois de façon assez violente, lorsqu'il considère qu'ils ont dépassé les limites du non-respect. Sofia, la mère, est une femme soumise à son mari qui n'a pas peur de s'interposer lorsqu'il y a des querelles physiques avec ses enfants. Un climat familial plutôt dysfonctionnel et loin d'être un conte de fées. Si la vie à l'intérieur de la maison familiale est loin d'être heureuse, à l'extérieur, c'est tout aussi difficile. Nazimova naît alors que la Russie vit plusieurs conflits sociaux. Après que la deuxième moitié du 19e siècle ait commencé, l'Empire russe est déjà fragilisé. La majorité de la population vit dans la pauvreté et les violences envers le pouvoir des tsars et leur entourage ne cessent d'augmenter. En 1881, le tsar Alexandre II est assassiné par des révolutionnaires alors qu'il était dans son convoi.
L'explosion, qui était supposée être beaucoup plus meurtrière, ce qui veut dire qu'elle était censée tuer le convoi entier du tsar, n'a finalement fait que 2 victimes, le tsar lui-même et l'un de ses gardes. C'est un attentat qui va inspirer énormément les révolutionnaires, les anarchistes et les anti-tsaristes. Alexandre III, qui va prendre la place de son père et devenir le nouveau tsar de Russie, aura un règne très difficile. Pendant 13 ans, Alexandre III va être confronté à plusieurs conflits au sein de sa population qui impliquent parfois des altercations meurtrières dans les rues de son pays. Il sera lui aussi victime d'un attentat en 1894 et ce sera son fils Nicolas II qui prendra sa place. Malheureusement, Nicolas II va suivre un peu les traces difficiles de son père. Nicolas II vivra une série d'événements malheureux dus à son incapacité de bien gouverner la Russie. Il n'était pas prêt. Il n'avait pas reçu une éducation adéquate afin de diriger un pays énorme comme la Russie. Ce qui fait que lorsqu'il est couronné en 1894, il n'a aucune idée de tout le pouvoir qui lui est donné. Nicolas II va être maladroit tout au long de son règne, ce qui va mener à la fin de l'Empire des tsars en Russie en 1917 alors qu'il abdique. Il sera lui aussi, selon la version officielle, assassiné avec sa femme et ses 5 enfants en 1918. Vous comprenez que Alla Nazimova naît et grandit dans 2 contextes très difficiles. Elle évolue dans une famille dysfonctionnelle et une société qui vit ses premiers balbutiements d'une révolution qui va changer le visage de la Russie à tout jamais. La petite fille va être confrontée à des scènes sanglantes toute son enfance, ce qui va profondément la marquer. Elle comprend aussi très rapidement que pour avoir raison, pour faire valoir ses opinions, la violence peut être un choix. En grandissant, Alla va devenir la cible de son père puisqu'elle sera l'enfant la plus rebelle de la famille. Elle n'a pas peur de répondre à l'homme qui, évidemment, confronté à une opposition, est loin d'être heureux. Le climat très désagréable de la famille va monter en décibels et en 1887, la mère, Sofia, quitte la maison avant de demander le divorce. Malheureusement pour Alla, Sofia ne veut pas sa garde. Elle doit donc rester avec son père et sa nouvelle femme, nouvelle épouse qu'il a mariée la même année, soit en 1887. C'est après le divorce de ses parents que la petite Alla va découvrir ses premiers instants de vrai bonheur. Elle se découvre une passion ardente pour la musique classique, plus particulièrement le violon. Elle intègre à l'âge de 11 ans un orchestre et elle est déclarée prodige. Yukov est extrêmement fier de sa fille à ce moment et espère la voir intégrer les plus prestigieux orchestres du pays. Mais la musique va passer rapidement en deuxième puisqu'elle découvre peu de temps après le théâtre et débute des leçons de diction et de jeu, à l'encontre des désirs de Yukov. Je l'ai dit plus tôt, Nazimova, elle grandit dans un contexte social très violent. L'armée du tsar Alexandre III n'hésite pas à enfermer et même assassiner les révolutionnaires. À l'intérieur du peuple, les gens sont affamés, la colère gronde et le tsar, dans ses palais plus que luxueux, a absolument aucune idée de toute la violence qu'il y a dans son pays. Nazimova n'a pas vécu la famine, n'a pas vécu la misère due au statut social de sa famille plutôt privilégiée. Il faut l'imaginer marcher dans les rues avec son violon ou ses scénarios à travers des scènes parfois d'une très très grande violence. Ça, c'est un détail que Nazimova n'a jamais voulu aborder au cours de sa carrière américaine. On ne saura donc jamais vraiment comment il a vécu intérieurement ce passage de son histoire, mais aussi de l'histoire en général. Histoire avec un grand H, d'ailleurs. À la fin des années 1800, elle abandonne l'école pour partir en direction de Moscou. Dans le train qui la mène vers la grande ville, elle n'a qu'un but, réussir au théâtre. À Moscou, elle fait une série de rencontres qui lui permettent de jouer dans différentes pièces de théâtre et lui donnent une certaine notoriété. Les critiques de l'époque la louangent rapidement puisque le jeu de Nazimova est très très mature pour son âge et est digne d'une actrice d'expérience. En 1899, elle se marie à Sergueï Golovin, important acteur du théâtre à ce moment-là.
Mais le mariage est houleux et rapidement ils feront maison à part. Selon bien des documents, le couple se serait officiellement séparé et divorcé qu'en 1922. Mais aucun document ne prouve ce divorce. On ne saura jamais si Golovin et Nazimova auront officialisé leur séparation. En 1903, après plusieurs apparitions en tant que rôle féminin principal dans des pièces extrêmement populaires, Alla Nazimova est l'une des plus grandes stars de la Russie. Elle commence une tournée à travers l'Europe avec une troupe de théâtre russe. À Berlin et à Londres, elle cause un véritable émoi auprès du public et des critiques. À la sortie des théâtres, des centaines d'admirateurs l'attendent afin de pouvoir voir la star russe et dans l'espoir de pouvoir avoir sa photo signée. Mais ce temps de gloire est pas toujours facile. Alla Nazimova est une actrice de théâtre qui joue principalement des pièces à saveur, je sais pas comment dire, mais disons qu'elle flatte l'empire tsarisme. Elle est une amie de Alexandra, la tsarine, donc la femme de Nicolas II, l'actuelle star de Russie en 1903. Et ça, parfois, ça peut causer certaines perturbations, parce que les amateurs qui se rendent à ces pièces de théâtre sont parfois très mécontents de voir une performance porter en louange et idolâtrer le régime tsariste. C'est arrivé assez souvent que Nazimova a dû arrêter net une représentation à cause d'un public plus révolutionnaire que tsariste. Je disais il y a quelques secondes qu'elle était une amie de Alexandra, la femme de Nicolas II. Ce lien très proche, ça lui permet de fréquenter les soirées luxueuses des palais du régime. Il est pas rare de la voir à ces soirées et de voler la vedette, parfois même, à la famille impériale, tellement sa notoriété est grande. Fort de ses succès européens, Nazimova et un de ses collègues, qui est aussi son amant, Pavel Orlenev, partent pour l'Amérique où ils construisent puis fondent un théâtre à New York dans le but de présenter des pièces russes. Malheureusement, à New York, la population russe est assez minoritaire et les Américains sont loin de parler la langue, ce qui fait que les pièces présentées sont souvent, pour ne pas dire toujours, des échecs. Pavel Orlenev décide en 1906 de quitter l'Amérique pour regagner la Russie. Alla Nazimova, tant qu'à elle, n'a aucune envie de retourner dans son pays natal. Elle a l'impression que beaucoup de choses l'attendent en Amérique. Nazimova s'est rapidement habituée au rythme de vie des New-Yorkais et elle est loin de le détester. Elle aime l'opulence et les endroits luxueux de la ville. Elle décide donc d'y rester. Alla Nazimova ne le sait pas encore, mais elle sera la première Russe à avoir du succès en sol américain. Au début du 20e siècle, Alla Nazimova est une star majeure à Moscou, mais aussi elle possède une très belle notoriété à travers l'Europe au complet. Quand elle et son compagnon débarquent à New York avant de connaître l'échec de leur théâtre, composé entièrement de pièces en russe, Nazimova a beaucoup d'ambition. Elle compte bien se faire une nouvelle renommée et elle comprend aussi qu'aux États-Unis, être reconnue n'a rien à voir avec être populaire en Russie. Ici, les stars du théâtre vivent parmi les réceptions qui se donnent en dessous d'un lustre de cristaux immense. La Russe compte bien faire partie de ces privilégiés. Après l'échec du théâtre russe, son compagnon repart en Russie, laissant Nazimova complètement seule, parlant aucun mot d'anglais, une langue qu'elle ne parle pas et qu'elle comprend encore moins.
Mais cet obstacle est très petit pour la femme. Ça va pas l'arrêter. Elle accumule les auditions et rapidement, le nom d'Alla Nazimova se fait entendre dans les conversations. En 1906, Henry Miller accepte de la signer pour quelques apparitions au théâtre, à une condition, qu'elle n'apprenne pas son texte de façon phonétique, mais qu'elle apprenne réellement l'anglais. Henry Miller est un brillant impresario de l'époque qui produit aussi des pièces à grand déploiement qui connaissent un succès souvent énorme. En auditionnant l'Européenne, Miller a compris immédiatement que la femme avait le potentiel pour devenir une vraie star. On est en 1906. Le cinéma est à peine commencé et le moyen de divertissement principal est encore le théâtre. Miller, lui, voit plus loin. Il le sait très bien que dès que le cinéma aura fait sa place, ça deviendra plus que populaire. Le producteur le sait très bien, Nazimova a le potentiel de devenir une star à la fois sur les planches et au grand écran, et il compte bien en profiter. Nazimova, qui ne recule devant rien, mais comprend aussi l'opportunité qui s'offre à elle, jouer dans une pièce où plusieurs pièces américaines, va accepter d'apprendre l'anglais. Miller la réfère alors à Caroline Harris, une brillante actrice de théâtre des années 1800 qui, au début des années 1900, donnait des cours de jeu, de diction et qui se transforme uniquement pour Nazimova en professeur d'anglais. En l'espace de quelques semaines seulement, Alla Nazimova est bilingue et peut s'exprimer parfaitement dans la langue. La seule chose qui lui reste à travailler, c'est son accent russe qui reste très fort. Lorsqu'Henry Miller revoit Nazimova quelques semaines seulement après l'avoir rencontrée pour la toute première fois, il est sans mots. La femme qui ne parlait aucun mot d'anglais est soudainement rendue une bilingue. Très fière de cet exploit, Miller va lui donner le premier rôle dans sa production immense de Hedda Gabler, une pièce dramatique qui a connu beaucoup de succès à sa première en 1891. La version dans laquelle jouera Nazimova en 1906 est ambitieuse. Décor immense, changement de costume, orchestre sur place, prêt à bondir sur les moments les plus dramatiques. Pendant plusieurs mois, Alla Nazimova va remplir les théâtres new-yorkais avec Hedda Gabler. Aujourd'hui encore, on considère que la version de 1906 et l'interprétation d'Alla Nazimova sont des références fondamentales de la pièce. D'ailleurs, si vous cherchez Hedda Gabler sur Google, vous allez avoir pas mal de photos, d'affiches et tout un tas d'articles et de références concernant la version avec Nazimova. Alla Nazimova va enchaîner les succès au théâtre et en 1910, sa popularité est si grande que le théâtre de la 39e rue, toujours dans la Grosse Pomme, est rebaptisé en son nom, le Nazimova Theater. Théâtre qui fermera ses portes en 1925 malheureusement. Alla Nazimova devient la première Russe à réussir et à devenir populaire en Amérique dans le milieu artistique. En 1910, elle rencontre Charles Briand, un acteur de théâtre avec qui elle va entamer une relation amoureuse passionnelle, jusqu'en 1925. Je fais une petite parenthèse ici parce que je vais en reparler plus tard de sa vie privée, mais Nazimova et Briand ont clamé être mariés durant toute la durée de leur relation. Mais en réalité, c'est totalement faux, puisque Nazimova était toujours mariée en Russie à un homme qu'elle n'aimait plus depuis très longtemps. Ça rendait donc impossible le mariage aux États-Unis, fin de la parenthèse. Jusqu'en 1915, Alla Nazimova va être l'une des plus grandes stars du théâtre new-yorkais. Maintenant, seul son nom de famille, Nazimova, suffit à attirer les foules. Sur les affiches et les lettres illuminées à l'entrée du théâtre, Nazimova est écrit en grosses lettres. Parfois, sur les affiches, il est écrit ni le nom de la pièce, ni les noms des autres acteurs à ses côtés. Il est écrit seulement « Nazimova au théâtre ce soir ». Ça vous donne une idée de sa popularité. La presse américaine va s'enflammer à propos de la Russe également. Elle a un quelque chose d'unique, mais aussi elle amène une nouveauté dans le paysage culturel américain. Elle est la première Russe à performer au théâtre et à connaître un tel succès. Alla Nazimova amène toute la classe, le charisme que les Russes peuvent avoir, avec toute cette distance avec le public.
Et ça, ça vient avec le voile de mystère. On a l'impression qu'elle est un peu inaccessible, et la presse adore ça. Elle va régulièrement faire les couvertures des journaux, mais aussi des magazines de l'époque avec ses photos que je décrirais comme très, très, très classe. À l'âge de 37 ans, Alla Nazimova s'apprête à faire ses débuts au cinéma. En 1915, âgée de 37 ans, Alla Nazimova s'apprête à faire ses débuts au cinéma après avoir été l'une des plus grandes stars du théâtre. À cette époque, le cinéma, en moins de 5 ans, est devenu le moyen de divertissement le plus populaire. Les gens vont toujours au théâtre, mais le grand écran, c'est ça qui attire les masses désormais. Des stars comme Mary Pickford, Lillian Gish et Theda Bara le savent très bien. Alla Nazimova le comprend très bien aussi. Par contre, à 37 ans, elle est un peu âgée pour commencer au grand écran. La plupart des grandes stars et des premiers rôles féminins sont joués par des actrices dans la vingtaine et encore, parfois elles ont à peine 18 ans. La Russe comprend donc que ce sera pas facile et qu'elle va devoir jouer de sa réputation très dorée sur les scènes. La Russe ne veut pas entrer dans le monde du grand écran de n'importe quelle façon. Elle veut pas faire un film quelconque. Elle veut le film fantastique, dramatique et qui aura le plus de succès au box-office. Nazimova est une grande star du théâtre et elle ne veut pas être en arrière-plan dans un film de série B. Elle attend donc 1916 avant de se lancer réellement dans le cinéma. Cette année-là, War Brides, une pièce dans laquelle joue Nazimova et qui connaît du succès depuis des mois, est adaptée pour le grand écran par la Selznick Production. Nazimova a vent de ce projet d'une façon ou d'une autre et elle se rend directement chez la Selznick dans le but de s'imposer dans le premier rôle. La Selznick n'aura pas vraiment le choix. Nazimova est très convaincante et il est vrai, comme je l'ai dit, qu'elle connaît l'un des plus gros succès de sa carrière avec la pièce. Nazimova est donc engagée pour tourner War Brides, sous contrat d'un film unique, avec possibilité de renouvellement. Pour la production d'un seul film, elle recevra en plus d'un certain pourcentage des profits 60 000 $, ce qui équivaut à peu près 2 millions de dollars aujourd'hui en 2022. Une somme assez importante. Le tournage se fait assez rapidement, mais Nazimova refuse de laisser les techniciens et les producteurs contrôler son image. Chaque scène où elle apparaît est dirigée par la Russe. La caméra ne doit pas être trop à droite, trop à gauche. Il est également hors de question qu'un gros plan soit inséré dans le film, sans l'autorisation de l'actrice. Nazimova est une star et elle le fait savoir. Le film sera un véritable succès. Les théâtres affichent complets quelques minutes seulement après l'ouverture des billetteries et les gens se bousculent afin de s'assurer une place au premier rang. Pour promouvoir le film, on a opté pour la simplicité. Une photo de l'actrice principale de plein pied ainsi que son nom, Madame Nazimova, écrit en grosses lettres imposantes suivi du titre du film. Dès ses débuts à succès au cinéma, Nazimova s'assure de garder sa place de grande star, une place convoitée de plus en plus avec l'essor du grand écran et l'arrivée des Gloria Svensson, Olive Thomas et Theda Bara. Suite à War Brides, aujourd'hui considérée comme un film perdu, elle reçoit une tonne de scénarios et d'offres de compagnies de cinéma qui se l'arrachent. Mais Nazimova va finalement opter pour la Metro Film, le précurseur de la MGM. Elle travaillera sur quelques productions avec la Metro, leur assurant à chaque fois un succès et un minimum de gros profits. Avec la Metro, Nazimova négocie son salaire à 13 000 $ par semaine, ce qui est un peu plus de Mary Pickford, la plus grande star du moment. Mais les productions majeures dans lesquelles joue Alla Nazimova entre 1917 et 1921 et même après, c'est elle-même qui les produit sous la Nazimova Production. Avec sa propre compagnie de production, Nazimova s'assure de garder les meilleurs scénarios pour elle.
Elle choisit qui elle engage sur ses tournages et veut travailler avec l'élite. Elle n'hésite pas à voler d'ailleurs certains techniciens, scénaristes et des personnes de tous les domaines aux grandes compagnies de production. Nazimova écrit aussi certains de ses films sous le nom d'emprunt Peter M. Winters, sans qu'on en connaisse vraiment la raison. Peut-être qu'elle ne voulait pas, en cas d'échec, qu'on lui reproche la mauvaise écriture du film. Alla Nazimova, dans ses productions, impose une certaine vision futuriste de la vie. Par exemple, dans son adaptation de Camille en 1921, on a des portes qui s'ouvrent toutes seules et un foyer en plein milieu du salon, chose qui était impossible à concevoir à l'époque. Le tournage est assez complexe, surtout concernant les plans qui se font de l'actrice. Au moment du tournage, Nazimova a presque dépassé les 40 ans et elle joue une femme dans la fleur de l'âge, comme on dit. Lorsqu'on regarde les gros plans faits de Nazimova, on remarque des rides et les signes de la quarantaine qui approchent, chose qui déplaît énormément à l'actrice. Afin de résoudre ce problème, elle demande aux techniciens de mal faire le focus sur les gros plans, ce qui fait qu'on la voit toujours un peu floue, ce qui cache justement les rides. En post-production, on va aussi ajouter certains effets de brume sur ces gros plans. Camille sera l'un des plus gros succès de la carrière de Nazimova au grand écran et il est disponible en entier sur YouTube, tout comme Salomé. Petite anecdote que je trouve assez charmante. Alla Nazimova adorait se regarder dans ses films. Elle aimait se voir, s'épier, de un pour son plaisir personnel de se voir sur un écran immense, mais aussi dans le but de toujours se perfectionner. Pendant ses heures de grande gloire, il était pas rare de la voir faire la file avec le public afin d'acheter des tickets pour voir ses propres films. On voyait pas ça souvent, même que je pense qu'elle devait être la seule à le faire. Je trouvais ça drôle de l'imaginer, la grande star avec son manteau de fourrure, ses bijoux, attendre en file avec le public qui devait pas tout à fait comprendre. À l'arrivée de la seconde décennie du 20e siècle, Nazimova est attaquée régulièrement par la presse concernant ses films. On lui reproche de faire des productions naïves, sans intrigue poignante. En gros, on lui dit que ses films sont pourris, même si elle attire le public. Pour changer cette vision que les médias ont de ses films, mais aussi d'elle, Alla décide de produire des films uniquement sur de grandes œuvres littéraires. Comme pour Salomé, Nazimova va voir grand en 1922. Elle veut un film qui sort de l'ordinaire. Elle veut un décor épuré mais imposant, une performance simpliste mais digne de grands drames. Pour honorer le scénariste de Salomé, Oscar Wilde, la Russe choisit d'engager sur son film uniquement des hommes gays, Oscar Wilde étant une figure emblématique de l'homosexualité au début des années 1900. Nazimova promouvoit Salomé énormément aussi, n'ayant pas peur d'assumer ses choix concernant la direction artistique du film, très d'avant-garde. Au final, Salomé, grâce à toute la publicité et les rumeurs concernant l'orientation sexuelle des acteurs, connaîtra un beau succès, bien qu'elle ne réussisse pas à rembourser la production au complet. Aujourd'hui, Salomé est considéré comme un film culte de l'ère du muet puisqu'il présente plusieurs aspects féministes considérés provocants à l'époque. Salomé précède l'un des échecs les plus imposants de la carrière de Nazimova à Doll's House. Avec Doll's House, l'actrice se ruine. Elle manque d'argent et avec sa popularité en chute libre, elle retourne au théâtre, espérant voir revivre sa gloire et son nom en haut des affiches. Il va falloir attendre 2 ans, soit en 1924, avant de revoir Alla Nazimova dans une production au grand écran, dans Madonna of the Street, un film qui connaîtra qu'un mince succès. En 1926, afin de payer certaines dettes, elle accepte que sa luxueuse demeure de Hollywood Boulevard, achetée au sommet de sa gloire en 1918, soit transformée en hôtel. Nazimova s'entend alors avec les nouveaux propriétaires afin de pouvoir rester dans l'une des chambres.
Elle va devenir un peu une attraction touristique pour les gens désirant y louer une chambre ou y rester quelque temps. Les fans de la Russe affluent dans l'hôtel afin de pouvoir apercevoir l'actrice et peut-être même discuter avec elle. À l'arrivée des années 30, Alla Nazimova n'est plus synonyme de succès au grand écran. Son dernier film, qui date de 1925, a été un lamentable échec, même si la publicité avait été faite sur l'actrice. On criait haut et fort que ce serait le film qui relancerait la carrière de l'actrice. Malheureusement, ce fut presque le contraire. Sans offre, elle quitte l'industrie du film en 1930 afin de retourner au théâtre. Pendant près de 10 ans, elle va faire le tour du pays, retournant même en Europe afin de performer sur les planches. Au cours des années 30, Nazimova, bien qu'elle ne soit plus réellement intéressée par le cinéma, va toujours flirter un peu avec. Elle est souvent appelée à faire des tests de son et de caméra et à auditionner pour des rôles. Quelquefois, elle va être engagée et faire partie de plusieurs projets qui, malheureusement, n'arriveront jamais jusqu'à leur étape finale. Tous les projets de cinéma dont Nazimova faisait partie dans les années 30, peut-être à contre-cœur, seront oubliés ou connaîtront tellement d'ennuis et de pépins que les productions laisseront tomber. En 1939, sans qu'on sache pourquoi, elle décide d'arrêter le théâtre et ne remontera plus jamais sur scène. En 1940, elle accepte de revenir au cinéma pour un second rôle dans Escape, un film qui met en vedette Norma Shearer. Puis elle accepte une nouvelle offre l'année suivante pour Blood and Sand, cette fois-ci aux côtés de Rita Hayworth. Elle tournera par la suite dans 3 autres productions avant de quitter définitivement l'industrie cinématographique en 1944 après Since You Went Away, où elle joue un très petit rôle, apparaissant que quelques minutes à l'écran, laissant entrevoir qu'un mince aperçu de la grande star qu'elle fut au début du siècle. Tout au long de sa carrière, Alla Nazimova a cultivé un vilain plaisir afin de garder un certain voile de mystère, parfois très épais, sur sa vie privée. Quand on est une grande star comme Alla Nazimova qui vient d'un autre pays, d'une toute autre culture, ça attire les curieux. Pendant toute sa vie, surtout lorsqu'elle était au sommet de sa gloire, Nazimova a gardé sa vie privée très mystérieuse, particulièrement quand on parle de ses relations amoureuses. Pendant toute sa carrière, la Russe a été confrontée à des rumeurs, nombreuses rumeurs, sur sa bisexualité et sur ses précédentes relations en Russie plus particulièrement. On se souvient en 1899, alors qu'elle est toujours dans son pays natal, Alla Nazimova se marie à Sergueï Golovin. Une relation qui ne va pas durer. Après quelques mois seulement, le couple se sépare, mais décide de ne pas divorcer. Un divorce qui aurait pu causer tout un scandale dans la presse russe. À partir de ce moment, ils vivront séparément dans 2 maisons différentes et ne se verront que très peu jusqu'au départ de Nazimova pour les États-Unis. Par la suite, ils ne se reverront plus jamais. Pendant toute sa carrière américaine, Nazimova va cacher à ses fans, à ses amis et à la presse son mariage passé en Russie. C'est seulement en 1923 que les Américains apprendront que Nazimova était mariée à un certain Golovin. Ils l'apprennent par le biais des médias qui annoncent le divorce après plus de 20 ans sans contact. L'actrice va que très peu s'exprimer à ce sujet, mais on sait que pour elle, c'était un soulagement. Même si elle n'avait plus de contact et plus de sentiments envers son mari russe, elle y pensait quand même souvent et c'était un poids pour elle. Surtout que ce mariage empêchait sa relation avec l'acteur Charles Briand d'évoluer.
Pendant plus de 10 ans, Brian et Nazimova vont entretenir une relation amoureuse très complexe et passionnée. Selon certaines sources, afin de plaire aux médias, le couple aurait organisé un faux mariage en 1912, mais j'ai pas trouvé d'article sur ce fait. Donc, je peux pas confirmer qu'il y a eu plusieurs médias qui ont rapporté ce faux mariage. Mais coup de théâtre. Lorsqu'Alla Nazimova divorce de Golovin en 1923, Brian surprend tout le monde, mais aussi Nazimova en annonçant son mariage avec une jeune actrice prometteuse de 23 ans. La presse découvre alors que sur l'état civil de l'acteur, il était inscrit célibataire, et en creusant, elle découvre que le mariage entre la Russe et l'Américain était que de mensonges. Là, j'ai trouvé plusieurs articles à ce sujet et on traîne vraiment dans la boue l'actrice. Parce que à ce moment-là, elle est forcée d'expliquer la vérité et le pourquoi elle et Brian n'étaient pas mariés. Ce scandale va rapidement faire une tache très foncée sur la carrière de Nazimova. La fin des années 1910 n'a pas été de tout repos pour l'actrice et le couple qu'elle formait avec Brian. Ils étaient, comme on dirait aujourd'hui, on et off. Ils se séparaient puis retournaient ensemble. Pendant cette période très agitée, Nazimova, au sommet de sa gloire, est le centre de plusieurs rumeurs de lesbianisme. On l'accuse d'avoir de multiples relations amoureuses ou purement sexuelles avec d'autres actrices et femmes mondaines, le genre de rumeur très sensible à l'époque qui pouvait mettre fin à une carrière. Si on regarde en 1920, on peut sortir une liste assez imposante de femmes soupçonnées être en relation avec Alla Nazimova. On compte parmi ces personnalités Eva la Gallienne, lesbienne reconnue et très populaire de l'époque, Mercedes Diacosta, elle aussi reconnue pour une sexualité déviante, comme on disait dans ce temps-là. C'est pas moi qui dis ça. On peut voir aussi le nom de Jean Hacker, la femme de Rudolph Valentino avec qui Nazimova aurait entretenu une relation purement charnelle. Elle aurait été la maîtresse de la femme de Valentino. Sa relation avec la modèle Natasha Rambova a fait couler beaucoup d'encre également. Rambova était l'une des plus belles modèles de son époque, désirée par tous les hommes. Une relation amoureuse avec une autre femme était alors une vraie tâche à sa propre vie, mais aussi à sa carrière. Carrière qui penchait surtout vers le fantasme qu'elle créait chez les hommes. On n'a que très peu de preuves sur ces relations lesbiennes, mais plusieurs correspondances de la Russe peuvent sembler indiquer des intentions plus qu'amicales envers ces femmes. On parle de plaisirs intenses à l'abri des regards. Vous voyez le genre. Aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi penser de cette époque très mouvementée, c'est ce qu'on peut dire et affirmer de la vie de l'actrice en tout cas. En 1929 et jusqu'à sa mort en 1945, Alla Nazimova va habiter avec Gliska Marshall, une actrice de cinéma mais surtout de théâtre. Évidemment, vous me voyez venir, la relation entre les deux femmes est très intime. Elles n'auront aucun amant ou aucune relation amoureuse avec des hommes durant cette période de leur vie. Plusieurs supposent, même les fans de Nazimova, que Marshall et la Russe formaient un couple uni, peut-être le premier couple lesbienne d'Hollywood. Une hypothèse qui est encouragée par les proches des deux actrices qui, sans jamais être claires et nettes à ce sujet, ont toujours confirmé la relation très intime et forte entre elles. Nazimova et Marshall passaient tout leur temps ensemble et ne sortaient jamais sans l'autre. Vous voyez le genre de vie privée très mystérieuse qu'a vécu Alla Nazimova. On ne saura jamais vraiment quelle était la nature de ces relations, mais je pense qu'on peut affirmer, tout comme la majeure partie de ses fans, que Alla Nazimova a été la première bisexuelle d'Hollywood. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais en 1918, Alla Nazimova a acheté une immense et très luxueuse demeure sur Hollywood Boulevard. Avec l'argent de ses succès au grand écran, elle va retaper entièrement cette villa qui est surnommée les Jardins d'Alla, puisque Nazimova a fait un travail gigantesque afin de faire le plus beau et l'un des plus grands jardins de tout Hollywood.
Aujourd'hui, en 2022, il ne reste que très peu de choses de cette demeure immense. Il reste une petite partie de ces jardins d'Allah, mais rien à voir avec le luxe et la beauté qu'ils ont eu à l'époque où l'actrice s'en occupait. Dans cette immense maison, Nazimova a fait construire la plus grande piscine creusée d'Hollywood. Pendant plusieurs mois, des dizaines d'ouvriers ont travaillé sur cette piscine qui sera l'une des premières à être chauffée même, parce que Nazimova aimait bien se baigner quand il faisait froid, mais elle ne voulait quand même pas que l'eau soit froide. Dans les journaux de l'époque, on écrit que c'est presque un parc d'attractions aquatiques qu'a fait construire la Russe. Cette maison et les descriptions qu'on peut en faire nous donnent un mince aperçu de ce qu'était Alla Nazimova au sommet de sa gloire et tout l'argent qu'elle possédait. Je dis mince aperçu parce que je pense que ce genre de construction est difficile à s'imaginer quand on n'a que très peu d'appui visuel. Nazimova va vivre à plusieurs endroits après avoir vendu sa demeure et les jardins d'Allah en 1926. Mais elle va toujours avoir sa place dans sa maison. Elle va y retourner très souvent. Nazimova ne vivait pas dans une certaine pauvreté puisqu'elle avait quand même des contrats au théâtre et Marshall sur qui s'appuyer, mais elle n'était plus la star qu'elle a été. Nancy Davis, la future Nancy Reagan, première dame des États-Unis et femme de Ronald Reagan, a raconté en entrevue qu'au début des années 40, elle a été visiter Nazimova au jardin d'Allah. Nancy raconte avoir rencontré une femme fatiguée qui vivait dans une petite chambre où tous ses souvenirs de l'époque de sa gloire étaient entassés. Je cite, « Ça devait être très difficile pour elle, de vivre dans le souvenir déchu de son succès. Elle n'était plus que l'ombre de Nazimova. » Les dernières années de l'actrice ont été assez difficiles, pas seulement sur le plan financier, mais sur sa santé aussi. Nazimova a souffert de plusieurs problèmes cardiaques qui l'ont forcée à être hospitalisée pendant plusieurs jours. Le 30 juin 1945, Alla Nazimova fait savoir à Gleska, sa fidèle compagne des dernières années, qu'elle ne se sent vraiment pas bien. Le même jour, les deux femmes prennent la décision de se rendre à Good Samaritan Hospital, où on lui apprend qu'elle a plusieurs artères de bouchée. Mais les médecins prennent quand même la décision de la renvoyer chez elle, jugeant son état non urgent. Le 2 juillet 1945, Nazimova est victime d'une attaque cardiaque mineure et est de nouveau transportée au centre hospitalier. Cette fois-ci, les médecins lui donnent une chambre afin de l'observer et de lui donner les soins nécessaires. Le 11 juillet, la Russe fait 2 attaques cardiaques dans la même journée. La seconde, beaucoup plus violente, qui la laisse dans un état critique et méconnaissable selon Gleska. Gleska raconte que lorsqu'elle se rend pour la visiter, elle peine à reconnaître l'actrice tellement que son visage est enflé. Le 13 juillet 1945, à 8h25 du matin, Gleska appelle les infirmiers devant l'absence de réponse de Nazimova. À son arrivée, l'infirmier prend son pouls et déclare Nazimova morte. Alla Nazimova est décédée suite à une nouvelle attaque cardiaque dans la nuit du 12 au 13 juillet 1945 à l'âge de 66 ans. Alla Nazimova fut l'une des plus grandes stars de son époque, atteignant des sommets qu'aucune actrice américaine avait franchis. 100 ans après les années glorieuses de Nazimova, elle résonne encore. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.